sais pas d'où ça vient. Mais voilà, on a un RI qui a été modifié en 2024 pour intégrer des nouveaux critères de qualité environnementale. Et l'idée donc, c'est bien de faire ce focus sur ces critères en vue de la fin du dispositif. Et cette présentation a déjà été faite pour les PETR il y a quelques semaines. Et l'idée donc a été de la diffuser également auprès des C2R. Pour répondre à ces objectifs, on vous propose un déroulé en 4 temps. Premièrement, un rappel des ambitions régionales sur le dispositif. En suivront les présentations relatives à ces différents critères de qualité environnementale. C'est les éco-conditions, mais on a souhaité Oui, c'est vrai. les appeler de Parce façon qu'on un peu plus n'entend plus parlante parler de ce truc. Non, mais moi, aujourd'hui. Et puis enfin, pour voilà, last but not least, le témoignage inspirant, riche et dense de la commune de Château-Chinon, à l'appui des propos donc de Madame le maire, Madame Malus, de Philippe Leclerc, chef de projet PVD sur la commune, et de Rodolphe Raguccia, paysagiste associé au cabinet Gru. Et puis, on terminera avec une session de questions-réponses que vous pouvez poser dès maintenant dans l'onglet de la conversation et que vous pouvez réserver pour la fin de la présentation. Est-ce que j'oublie quelque chose? On ne s'est pas présenté, n'est-ce pas? Est-ce que je vous laisse vous présenter, les collègues, avant de commencer? Je démarre. Marie-Laure Tridon, chargée de mission au service centralité quartier et référente territoriale pour le Nivernais-Morvan, notamment, commune appartenant, Château-Chinon appartenant au Nivernais-Morvan. Bonjour. Bonjour, Muriel Nouzé. Moi, je suis ingénieure conseil en bâtiment et en aménagement d'espaces publics au sein du service centralité quartier. À ce titre-là, je suis plus particulièrement les projets sur les aspects liés aux critères environnementaux. Dans la suite, bonjour, moi je suis Anthony Auman et je suis le responsable du service centralité et quartier qui pilote le service qui pilote le dispositif centralité rurale en région. Bonjour, Axel Dorn, assistante du service centralité quartier. Et moi, je suis Alice Berthet, je suis chargée de mission dans le service centralité quartier et référente sur la question de la revitalisation. Donc, on va rentrer dans le vif du... Pardon, Ah, excuse-moi. pardon. Bonjour, Laurence Bourdoiseau, je suis chargée d'instruction administrative et financière et je suis en binôme avec Floriane Mathieu. Voilà, Excuse-moi, Laurence. pas de souci. Est-ce que j'oublie quelqu'un pendant que je vous fais le tour? Ouais, moi, je suis là. Donc, Marie Baron, chargée d'instruction et on travaille en binôme avec Marie-Laure, notamment sur le Nivernais-Morvan. C'est tout bon? Bonjour, Alors, Émilie Bissot, chargée de paiement au service centralité et quartier. C'est bon. Parfait, Et super. puis, Ah, Is-sur-Tille, la mairie d'Is-sur-Tille qui est présente. oui, alors Présence. Oui. Pardon, je suis désolée de vous couper, mais c'est juste qu'on ne pourra pas faire le tour de tous les participants. L'idée était de présenter les personnes du Ah, service d'accord, on va faire pour un que vous puissiez maximum. Parce que vous identifier. voyez 1 sur 7, c'est pour ça qu'on s'était posé la question de combien on était, mais c'était juste pour ça. Pas de souci, désolée de cette Ouais. coupure. Je continue la présentation. Donc effectivement, le dispositif C2R, sa vocation première, c'est de permettre la revitalisation des centralités rurales en région. Elles sont aujourd'hui au nombre de 128. Mais pourquoi travailler sur ces 128 communes? Elles ont pour point commun d'être des espaces fragiles qu'il s'agit de revitaliser à l'échelle de la grande région. En effet, ces communes, on constate qu'elles sont dans une situation initiale de déprise à la fois démographique, alors avec une perte de population, même si les dernières tendances invitent plutôt à la stabilisation, mais de déprise fonctionnelle aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elles perdent des services, elles perdent parfois des commerces, elles perdent parfois les 2 en même temps et en fait, c'est la concentration des fonctions qu'elles pourvoient qui fait qu'elles perdent aussi de leur caractère de centralité. En effet, les centralités, c'est les communes qu'on imagine être
pourvoyeuse de services au bénéfice des habitants et au bénéfice d'un territoire plus large qu'elle-même. Or, aujourd'hui, on constate qu'on habite de moins en moins dans les centres, alors que les sondages disent que les gens ont envie de vivre dans les centres. Donc, en fait, il y a clairement un paradoxe. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'est plus invité ou qu'il est difficile d'habiter dans les centres? On constate que ces villes, elles subissent des départs, on va dire, socialement sélectifs, c'est-à-dire que partent de ces villes les personnes qui ont assez de capital pour déménager et qu'on n'arrive plus forcément à contenir parce qu'on a des difficultés à se loger. Le logement n'est pas forcément adapté et du coup se concentrent dans ces villes des poches à la fois de pauvreté et des poches de vieillissement dues justement à ces difficultés de parcours résidentiel. Donc en fait, il y a des différents constats en fonction des villes, soit une conjonction de perte de fonction, de perte d'habitat, de perte d'animation aussi, alors qu'on attend de ces villes qu'elles maintiennent en fait leur fonction de centralité au bénéfice de leur territoire. Ça suppose qu'on se réapproprie les centres et pour cela, qu'on s'accorde à l'échelle de la ville sur des stratégies de revitalisation pour corriger ces trajectoires défavorables dans un espace un peu plus long que celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une vision à minima à moyen ou long terme pour permettre de corriger ces effets de déprise. Euh, et pour cela, on le verra notamment avec Château-Chinon, le but du jeu aussi, c'est pas d'avoir une méthode toute faite, mais pas de standardiser ce qui relèverait de la revitalisation, mais plutôt de conforter les centralités qu'on connaît aujourd'hui dans leur rôle, avec des projets qui soient cohérents avec ce que sont ces villes, leur identité propre, qu'elles bénéficient aux usagers et qu'elles soient adaptées au contexte local. Euh, donc, le but de ces deux aires, c'est bien de réfléchir à l'idée d'une projection, on va dire sur 2050, mais ça peut être un autre espace-temps, de qu'est-ce qu'on veut pour ces villes, quelles villes on veut à cette échelle-là. On veut des villes qui soient beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables, euh, sécurisées, ne pas négliger le beau ou l'ergonomie. On l'a vu, hein, c'est des villes qui doivent être aussi adaptées à des populations vulnérables, que sont notamment les populations seniors, mais aussi les enfants, pour pouvoir être adaptées aux familles. Donc il faut aussi qu'elles s'adaptent à ces usagers particuliers qui sont vulnérables d'un point de vue de l'occupation de l'espace public, mais aussi, on le verra plus tard avec Muriel, beaucoup plus vulnérables par rapport au changement climatique. Euh, des villes en fait qui soient à la fois fonctionnelles, certes, mais aussi récréatives, relationnelles, c'est-à-dire qui facilitent le lien social. Des villes aussi qui facilitent l'habitat en centre-bourg pour pouvoir permettre à des familles d'habiter les centres, c'est-à-dire réinvestir des terrasses, réinvestir des jardins, pour que le parcours résidentiel puisse être adapté en centre-bourg à tous les différents parcours nécessaires. On veut des villes qui soient animées, donc pour cela, il sera nécessaire d'attirer des commerçants, mais au-delà d'attirer des commerçants, c'est aussi créer les possibilités des commerçants de s'installer dans ces villes. Plus globalement, de se réapproprier le centre et d'éviter l'image négative en fait des représentations qu'on peut avoir aujourd'hui. Quand je dis on, c'est aussi tous les habitants du territoire, les différents usagers, comme si les centres étaient difficiles d'accès. Donc créer des représentations plus positives de centres animés, vivants, à différentes temporalités, à différentes saisons. Euh, des centres qui soient faciles d'accès, mais aussi lisibles. En tout cas, accessibles au sens propre du terme, faciliter la proximité de ces centres, euh, et de façon un petit peu plus lointaine, des villes qui s'adaptent au changement climatique, c'est-à-dire qu'on veut des villes qui produisent des projets durables aussi, puisque en fait, on a besoin aujourd'hui d'être économe. Financièrement, on le sait, mais aussi économe en ressources. Et du coup, gérer de façon économe, ça veut dire des projets qui soient résilients, adaptables, durables. Et ça bénéficie bien sûr à la fois aux finances de la ville, certes, mais aussi à tous les usagers. Je vous vois pas en même temps, alors je ne sais pas s'il y a des réactions On ou dans le chat surveille. ou dans la conversation. Merci, voilà, je suis T'inquiète, Ali. désolée. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On surveille.
Donc on l'a dit, ces villes, on les veut à la fois plus conviviales, adaptées aux défis qui nous attendent dans les années qui viennent. Aujourd'hui, 10 à 20% de la surface des villes sont des lieux fonctionnels. Il s'agit de créer du lien social et de laisser un petit peu donc plus d'espace à la nature pour créer des villes plus résilientes et plus adaptées aux défis qui nous arrivent. Alors moi, je vais vous présenter les critères de qualité environnementale qui sont associés au dispositif C2R. Donc on entend souvent parler de transition écologique, de ville durable, de ville résiliente, mais qu'est-ce que cela signifie et quels sont les enjeux auxquels il faut répondre? Donc on sait qu'aujourd'hui, enfin ou demain, on aura des projections à une France à plus 4 degrés Celsius. Ça veut dire des canicules qui seront plus fréquentes, des climats plus chauds, des sécheresses plus longues et des précipitations plus intenses. Voilà, pour faire face à ces enjeux, il est vraiment, primordial d'atténuer ce réchauffement, donc réduire notre impact et nos émissions de CO2, mais il faut aussi pouvoir, s'adapter à ce nouveau climat. Il faut pouvoir repenser les villes, lutter contre les îlots de chaleur, les pollutions, les inondations. Il faut aussi mieux gérer les ressources naturelles, donc que ce soit l'eau, l'énergie, les terres agricoles et naturelles. Voilà, au-delà des questions purement environnementales, il y a des enjeux qui sont, des enjeux de revitalisation puisque ça participe à faire des villes plus attractives et des enjeux humains comme la santé ou l'inclusion sociale. Donc il y a enfin concrètement, comment on peut répondre, à ces enjeux? Donc notre dispositif C2R va comprendre, des critères de qualité environnementale qui s'articulent autour de 6 grandes thématiques. Il faut vraiment les aborder en fait comme un fil conducteur, une aide à concevoir des projets d'investissement qui sont durables et qui nous apportent, nous, une grille de lecture pour, mesurer la qualité des projets et l'acceptation des financements régionaux. Donc la première priorité, c'est la sobriété foncière. Donc elle consiste à éviter la construction en étalement urbain dans l'objectif de préserver les terres naturelles et agricoles. Elle va s'appliquer uniquement aux projets qui se situent en dehors de l'enveloppe urbaine et l'objectif, c'est d'étudier des solutions alternatives à la construction en étalement urbain. Comment faire pour reconstruire la ville sur la ville, réhabiliter un bâtiment, densifier un bâtiment, mutualiser des usages dans un bâtiment existant ou encore construire dans une dent creuse ou sur une friche industrielle. Si jamais il n'y a pas d'alternative possible, en fait, on demande alors à ce que le projet soit compact et limite son empreinte au sol. La deuxième priorité, c'est l'eau. L'eau, en fait, la gestion de l'eau pour préserver la ressource en quantité et en qualité. Voilà, notre dispositif prévoit d'agir à 3 niveaux. Donc, tout d'abord, infiltrer l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe. Donc, pour ça, on peut favoriser des revêtements perméables, la pleine terre et aussi des dispositifs d'infiltration des eaux pluviales. On peut aussi réutiliser les eaux de pluie. Donc, on a aujourd'hui un stockage qui devient obligatoire dans les projets de construction et réduire la consommation d'eau potable, notamment dans les bâtiments. La troisième priorité, c'est la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est le vivant autour de nous, c'est la faune, la flore et les écosystèmes. Donc les objectifs de notre dispositif, ça va être de connaître cette faune et cette flore existantes, de la préserver autant que possible, notamment en maintenant les habitats existants, de renforcer les trames végétales locales sur au moins 2 strates et de lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Pour répondre à ces enjeux, on demande d'associer une compétence paysagiste ou environnementale au projet. Quatrième thématique, c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est les projets de bâtiments qui doivent être sobres, bien isolés, performants et confortables toute l'année. On demande à ce qu'ils intègrent des matériaux biosourcés et ils doivent rester confortables en période chaude, notamment avec la mise en place de protection solaire extérieure. Pour les espaces publics, on demande de travailler sur les ambiances climatiques dans l'objectif de rafraîchir la ville en combinant des matériaux de couleur claire, des espaces végétaux et, si possible, de l'eau. Cinquième priorité sont les déchets de chantier. Donc, comment gérer les déchets de chantier qui sont générés en fait par les chantiers. Donc, notre objectif, c'est d'assurer en fait les obligations de tri donc par les entreprises et
pour cela, on va demander la mise en place d'un schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier. Ça réduit l'impact sur les prélèvements des ressources, les pollutions et ça soutient aussi l'économie circulaire. Dernière priorité, c'est les mobilités douces et l'intermodalité. L'objectif, c'est de rendre l'espace urbain plus sûr, plus agréable pour tous les usagers et de favoriser les mobilités non motorisées comme la marche, le vélo ou la trottinette. Donc cela passe par des espaces urbains apaisés, donc des chaussées plus étroites, des vitesses réduites, des itinéraires vélos et piétons qui sont continus. L'objectif, c'est d'avoir un lieu plus convivial dans l'espace public. Voilà les 6 thématiques qu'on vient de voir, donc sobriété foncière, l'eau, la biodiversité, l'énergie, les déchets de chantier et les mobilités douces. C'est vraiment le fil conducteur et la boussole pour créer des projets urbains plus durables. Et on voit que ça peut améliorer en fait l'attractivité de la ville et le quotidien des habitants. C'est une façon de concevoir en fait différemment, de façon plus vertueuse, et cela implique d'introduire ces enjeux-là dès la phase de conception des projets. On peut voir finalement des mesures qui peuvent être simples. On pense à la plantation d'arbres. L'arbre, elle peut répondre à plusieurs objectifs, que ce soit sur les ambiances climatiques, l'infiltration de l'eau ou comme support de biodiversité. Voilà, donc on va laisser la place au témoignage de Château-Chinon, donc à Madame Chantal Marie Malus, qui est maire de Château-Chinon. Oui, bonjour à tous et à toutes. En préambule, je vous remercie d'avoir choisi Château-Chinon-Ville pour la présentation et pour ce témoignage dans le cadre de votre webinaire. Alors, Château-Chinon-Ville est une centralité rurale intermédiaire par excellence. Donc, ça tombe tout à fait bien. On est sous préfecture. Nous concentrons effectivement quasiment l'intégralité des services de l'État. Et nous avons la chance d'avoir peu de services qui sont partis aujourd'hui. Au niveau équipement, bien, il faut avouer que grâce à notre maire emblématique qui était François Mitterrand, nous sommes plutôt très très bien dotés pour une ville de 22 000 habitants. Nous avons encore des commerces, ce qui permet aux Château-Chinonnais de ville et de campagne, parce que la particularité c'est que nous avons 2 communes, Château-Chinon-Ville et Château-Chinon-Campagne, ce qui permet à ces habitants et aux habitants du territoire de ne pas avoir la contrainte de faire 40 à 60 km pour avoir bien l'intégralité des commerces. Donc, moi, je conduis la municipalité depuis 2020 et nous avions plusieurs ambitions pour redonner un petit peu d'attractivité à la commune, parce que le constat des prises que vous avez fait en préambule nous concerne parfaitement. Alors moi, j'appelle pas ça de la déprise, j'appelle ça de l'essoufflement. Certains diront que Château-Chinon est mourante, mais je ne pense pas. On a encore un petit peu de souffle. Et nous avions, lors de notre campagne, développer plusieurs projets qui s'inscrivent parfaitement dans cette centralité rurale de revitalisation. Nous voulions, dans un premier temps, améliorer la vie quotidienne à la fois des Château-Chinonnais et des touristes qui viennent quand même en nombre nous visiter. Alors, pour exemple, d'amélioration de la vie quotidienne des habitants, nous avons eu un projet d'extension de notre école maternelle pour y mettre un réfectoire et un dortoir, ce qu'il n'y avait pas. Bien évidemment, ce sont des bâtiments qui ont été conçus BBC. On a également pour les touristes créé une aire de camping-car dont la particularité, c'est qu'elle est en plein centre-ville. Donc ça, c'est aussi très agréable pour les touristes. Et si vous voulez, il y a 2 mots que je prononce toujours quand je parle de nos projets. Nous avons voulu créer des projets qui créent à la fois des emplois et de recettes, parce qu'on ne peut pas faire supporter à la collectivité
bien l'intégralité du coût des projets. Il faut dire que Château-Chinon et ville est quand même au niveau des impôts fonciers, les impôts sont assez importants, donc il fallait qu'on crée aussi des recettes. C'est pour ça que Château-Chinon a créé le projet de Château-Chinon de la Terre au ciel. Donc ce projet, c'est la création d'un centre scientifique d'astronomie. C'est aussi les aménagements paysagers tout autour avec des chemins de biodiversité parce que nous avons une très belle forêt communale. Ce centre aura aussi des expositions permanentes de minéraux. Nous avons la particularité également, puisqu'il va être installé dans un ancien poste de Météo France, d'avoir les relevés climatiques depuis à peu près 1848. Donc ça fait partie du gros projet qui va créer à la fois de l'emploi et des recettes et qui va être aussi complètement dans l'esprit de la transition énergétique et environnementale. Nous avions aussi l'idée d'associer les habitants au projet que nous développons et que nous avons développé. Et on a créé, alors ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une commune du sud de la France, nous avons créé des groupes d'action projet où les habitants étaient invités à réfléchir, par exemple, sur les mobilités douces, sur la sécurité automobile, sur la sécurité en général. Et puis, la participation à la transition énergétique et environnementale faisait et fait partie de nos actions. Philippe Leclerc vous le développera, qui est chef de projet Petite Ville de demain, vous le développera plus avant, mais nous avons travaillé sur un réseau de chauffage urbain bois, sur la géothermie, sur la mobilité douce, sur les bâtiments sobres. Alors, tous ces projets, nous les avions donc dans notre livret de campagne. Et il faut dire qu'à notre arrivée, on a été un petit peu inquiets parce que comme dans beaucoup de villes de notre strate, nous ne disposions pas de l'ingénierie nécessaire pour pouvoir les mettre en phase. Donc, on a eu la chance d'être associé au programme Petite Ville de demain et surtout la chance de recruter un chef de projet dans ce cadre de PVD qui a énormément de connaissances. Donc, c'est Philippe Leclerc qui nous a permis d'accompagner l'ensemble de ces projets. Mais l'ensemble de ces projets, c'est bien, mais il fallait aussi que nous corrigions l'aspect du centre-ville, la déambulation, le stationnement, que nous fassions toute une campagne de désimperméabilisation de nos espaces, d'installation de végétalisation, de création, ce qu'on voulait dès le départ, c'est des points de rencontres conviviaux, des sortes d'agora et des petits parkings végétalisés. Et c'est sur cette partie proprement dite que l'enveloppe du CR2 a été positionnée. Donc, dans cette projection que nous avons de revitalisation, nous avions des idées que nous avons matérialisées et fait matérialiser par Rodolphe Ragucci de Gru, qui nous avait, dans un premier temps, qui nous a créé les aménagements de l'espace du Calvaire. Et on a trouvé son approche tellement intéressante, c'est-à-dire qu'il a toujours des lignes directrices qui prennent en compte à la fois le lieu, mais aussi son histoire, ses paysages, ses sols, ses plantes, je dirais aussi ses perspectives. Et c'est pour ça que nous avons choisi Rodolphe pour pouvoir revitaliser
la partie, le boulevard central de Château-Chinon, et cette partie qui conduit à la fois à un lieu qui est emblématique, qui est l'hôtel du Vieux-Morvan où résidait François Mitterrand. Juste après, nous avons la médiathèque. Ensuite, nous avons la cité des présents François Mitterrand, et puis tout un espace, une place. Et ça, c'était vraiment une mise en valeur de l'axe principal qui était importante. Alors, je ne vais pas être plus longue et je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il, lui, vous explique vraiment le travail qui a été fait. Merci à vous. Philippe. Philippe, Oui, on vous donc laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, j'espère. Parfaitement bien. Voilà, comme le dit Madame le maire, alors elle a été un peu optimiste. On a 2000 habitants seulement et pas 22 000, hein, mais ça viendra. Et donc, la feuille de route qui m'a été fixée en 2021 quand je suis arrivé était assez claire, comme vient de le rappeler Madame le maire. Et le constat, lui aussi, était assez terrible parce que le manque d'ingénierie, c'est un vrai problème. Et j'ai été très surpris, ayant de la bouteille quand même, de connaître ce dispositif qui a tapé juste pour une fois et dont le gouvernement ne parle pas beaucoup ou pas assez, parce que mes 19 collègues de la Nièvre font un aussi bon travail que nous ici. On se rencontre régulièrement et je pense que c'est un plus pour les petites villes de demain, et certaines sont des centralités. Et il serait dommage d'abandonner le dispositif qui normalement prend fin l'année prochaine. Donc c'était pour la petite histoire. Comme le disait Madame le maire, on a une ville, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a une forte déclivité. La particularité, c'est au bas de l'image, vous avez le sud et en haut, vous avez le nord. Et du bas de la ville, qui est plutôt moderne, au nord de la ville, qui est plutôt le centre-ville, il y a plus de 100 mètres de dénivelé. Ça monte très fort. Et effectivement, on a le boulevard et l'axe principal qui est matérialisé ici par une ligne à pointillés comporte des points d'intérêt dont Madame le maire vous a parlé. Et c'est l'élément essentiel pour une revitalisation, parce que c'est l'axe sur lequel tout le monde passe, à la fois les habitants pour accéder aux services de centre-ville, mais aussi les visiteurs, parce que nous avons de nombreux touristes, et ils commencent d'ailleurs à arriver. Et sans arrêt en été, on a des visites sur cet axe et ses points d'intérêt. Alors chacun a ses propres points d'intérêt, mais il est certain que la fontaine Niki de Saint-Phal, par exemple, et la mairie sont très visitées. Le musée, la cité des muséales François Mitterrand n'est pas encore ouverte. C'est un très gros projet de rénovation qui est sous maîtrise d'ouvrage du département de la Nièvre. Et comme le disait Madame Malus, le projet du Calvaire qui prend maintenant son envol avec une phase opérationnelle. Le marché de travaux a été signé. Donc, il va y avoir d'importants travaux, à la fois de rénovation de 2 bâtiments un peu emblématiques, mais qui étaient réellement en friche, au sommet, puisque le point culminant, qui est très proche du centre-ville, culmine à 609 mètres, et au sommet duquel on peut embrasser la vue sur le Morvan et le Bazois à 360 degrés. Et l'équipe municipale avait tout de suite pensé que ça pouvait être un élément de revitalisation particulièrement intéressant. Et il a été trouvé une niche, et une niche économique, parce que ce projet est très attendu par les amateurs d'astronomie, qui nous a permis de construire ce projet de création d'un centre astronomique. Vous aurez là le seul télescope le plus gros accessible à tout le public, parce que l'idée, c'est de mettre à disposition du grand public du matériel qui, normalement, est réservé à des professionnels ou des amateurs éclairés. Vous aurez aussi la description du lieu lui-même, qui est un lieu à la fois historique.
qui est aussi un lieu de biodiversité préservée, avec une magnifique forêt communale. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir un peu des images de tout ça, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Notre chaîne, c'est Château-Chinon-Ville-Morvan, tout attaché, et vous verrez les vues magnifiques qui sont disponibles là-haut. Donc, nous nous attendons à un afflux de visiteurs, ne serait-ce que par la réouverture de la Cité des Présents François Mitterrand, l'attractivité nouvelle sur des profils différents que va créer le Centre astronomique et scientifique. Donc, pour cette raison, il était nécessaire de préparer la ville à l'accueil d'un public un peu nouveau, diversifier l'offre économique et touristique, c'est une priorité de l'équipe municipale. Nous pensons qu'il est indispensable de créer une activité économique attractive avant toute chose. C'est le seul moyen que nous pensons utile pour pouvoir réhabiliter les centres anciens, que la population nouvelle arrivant se réapproprie des logements qui sont vides, puisque nous avons actuellement environ 300 logements vacants. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure de la région, on assiste non seulement à une stagnation de la déperte de population, mais aussi des investisseurs un peu nouveaux. Et on est surpris de voir des gens qui se lancent dans de grosses rénovations, et ils le font parce qu'ils savent aussi qu'il y a une perspective de développement, puisque les projets commencent à être connus malgré tout. On sait que l'ouverture de tout cela devrait s'étaler entre 2025, 2026 et 2027. Donc, l'attractivité est réelle, et c'est pour nous le moyen de re-ensemencer, je dirais, la ville ancienne. Et pour cette raison, il fallait la préparer, cette ville, parce que nous avions des problèmes de circulation, de stationnement. Donc, si vous pouvez passer la slide suivante. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Voilà. Donc, comme le disait Madame Manus tout à l'heure, le gros projet qui nous semble très important en termes d'attractivité, c'est la création d'un réseau de chaleur bois qui fera plus de 1,5 km de longueur. Hein. Et nous avons ici, dans le Morvan en général et à Château-Chinon en particulier, une grande habitude de la filière bois-énergie. Il y a déjà 4 chaudières bois dans la ville. Mais cette fois-ci, sous maîtrise d'ouvrage du syndicat intercommunal de l'énergie, le SIEN, il a été imaginé le raccordement à la fois de tous les bâtiments publics sur l'axe que vous voyez matérialisé, qui est l'entrée de ville, en fait, en remontant sur les points d'intérêt ensuite, et pour la première fois de permettre le raccordement des commerces. Et ça, c'est un élément qui est déclencheur. On voit dans les annonces de vente de commerce des gens qui mettent ce point-là, des vendeurs qui mettent ce point-là en exergue, parce qu'effectivement, il y a de fortes consommations de fuel qui ont été détectées sur cet axe, aussi pour des privés, des choses même un peu incroyables. Et donc, conjointement au programme de rénovation énergétique, qui, j'espère, ne va pas s'arrêter comme on a entendu aujourd'hui avec France Rénov', parallèlement, la ville pourra mettre à disposition des commerçants ou des privés qui sont sur le passage de son réseau. C'est un de plus, on a déjà un réseau, mais celui-ci en est un de plus, nous pensons qu'il y en aura d'autres. On pourra participer à une attractivité encore accrue. Si on peut passer la slide suivante. Donc, voilà. Donc, pour préparer, comme le disait Madame Manus, pour préparer la ville à un afflux supplémentaire d'usagers en général, le travail avait été mené depuis longtemps. Depuis 2016, il y avait des esquisses de réaménagement et de requalification des espaces publics dans le cadre de Villages du Futur. Donc, c'est d'ailleurs un point important qui nous a permis de rentrer
beaucoup plus vite dans la phase opérationnelle du programme C2R, centralité rurale, puisque, souvenez-vous, il fallait avoir déterminé un plan. Donc, on avait, nous, réfléchi déjà à cette stratégie, et il convenait pour moi de mettre certaines de ces actions déjà programmées en œuvre. Le groupe Action Projet dont a parlé Mme Malus a examiné dans un premier temps les problèmes de circulation, de stationnement, ça fait beaucoup parler les gens, mais il est apparu au fil des travaux et des discussions qui ont quand même duré 2 ans que les habitants souhaitaient avoir une ville plus végétale. Je ne donne qu'un exemple. Nous avons accueilli en 2023 le comice agricole qui a regroupé plusieurs milliers de personnes. C'était impressionnant. Et j'ai été surpris moi-même de voir les gens qui participaient à la mise en valeur de leur espace immédiat. Des végétaux avaient été exposés de proche en proche sur toute la ville. Et à la fin de cette opération, Madame le maire, on a demandé aux élus et aux maires d'essayer de réfléchir à davantage de végétalisation de la ville parce que ça lui donnait un aspect tout à fait différent. Les habitants ont également souhaité remettre l'eau au centre de l'identité de la ville. La ville a de nombreuses sources. Nous sommes en tête de bassin et donc on dispose à la fois de nombreuses sources qui avaient déjà été canalisées au XIXe siècle avec plus d'une 50aine de fontaines publiques, et les habitants ont souhaité remettre ce réseau en route pour profiter du passage de l'eau qui, de toute façon, s'écoulera toujours en aval ensuite, et créer des îlots de fraîcheur, parce que nous avons une ville qui est très minérale, qui a été minéralisée dans les années 50, alors qu'elle ne l'était pas au début du siècle. Et c'est vrai qu'il est fait à la fois très chaud, et c'est très fatigant et peu attractif pour des personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées qui sont quand même en nombre dans nos villes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, forte déclivité, donc non seulement ça monte, mais ça monte sous la chaleur. Donc les habitants ont absolument demandé à ce qu'on puisse travailler sur une ville plus agréable. Afin de parfaire le travail d'équipe participatif qui avait été fait, nous avons bénéficié également d'une expertise du CEREMA. À l'époque, nous étions la seule commune dans la Nièvre adhérente au CEREMA, qui a changé de gouvernance il y a 2 ans à peu près. Et cette expertise nous a permis de conforter, elle est disponible, elle est publique, de conforter à la fois la vision politique de l'équipe municipale, la volonté des habitants, pondérée par des contingences techniques. On ne peut évidemment pas tout faire à Château-Chinon. Donc, on a sorti après ça un programme de revitalisation qui comprend à la fois un travail sur la mobilité, et on a beaucoup travaillé sur la marche telle qu'elle existait autrefois et que les anciens connaissent. Il y a des cheminements qui ont été abandonnés à cause du développement des automobiles, mais ces cheminements existent toujours. Et donc, il y avait une forte demande pour qu'ils soient remis en fonction et de façon agréable. Remise en fonction de l'eau, donc ce qui a correspondu d'ailleurs avec le diagnostic qui a été fait avec le département de la Nièvre sur un accompagnement de la ville à l'adaptation au changement climatique. C'est l'eau qui a été retenue comme le sujet principal en ce qui nous concerne. Donc, nous avons ensuite, comme le disait Madame Malus, comme notre projet du Calvaire a fait appel à une équipe de maîtrise d'œuvre dont faisait partie le cabinet GRU, naturellement, suite au travail qui avait été produit, a été confiée la mission d'esquisse de la requalification en portant la priorité sur un périmètre restreint, parce que là encore, ce sont des investissements qui sont très lourds, donc il faut les prévoir étalés dans le temps.
Et l'équipe municipale a choisi de concentrer la priorité de requalification de l'espace public qui est entre les places Gudin et Saint-Christophe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les deux places sur l'axe principal qui entourent la cité des présents de François Mitterrand et qui permet de créer des espaces d'agora, comme elle le disait tout à l'heure, avec, et je laisserai le soin à Rodolphe, bien entendu, d'expliquer un peu quelle est la vision et le programme qui se dessine. Mais il est sûr que c'était attendu à la fois par les habitants, que c'est une priorité pour mieux gérer la circulation en ville. Alors, je vais être trop long, comme vous le disiez, donc je vais arrêter là, mais nous avons dans l'idée de mettre une navette électrique pour permettre aux personnes à mobilité réduite de monter jusqu'au sommet. Et le sommet interdira la circulation automobile. Donc, nous devrons organiser les cheminements piétons. Philippe, voilà. Je ne veux pas te relancer, mais j'ai malgré tout une question dans la conversation, si tu peux. Enfin voilà, juste rapidement, j'ai une question sur l'accompagnement des acteurs. Alors, tu as beaucoup parlé, notamment des habitants. Alors, peut-être dans la question, le focus peut être fait sur l'association. Alors, l'association des commerçants. Voilà, tu n'en as pas parlé, tu as parlé des habitants, mais peut-être dans la question, c'était le volet que la personne voulait développer. C'est une question de Cécile Drouot. Voilà, l'association des commerçants. Alors, je vais peut-être laisser Madame le maire répondre là-dessus, parce qu'on a une association de commerçants qui est instable, je pense. C'est même pas ça, c'est que nous n'avons plus d'association de commerçants depuis quelque temps, mais à chaque fois que nous avons donné rendez-vous au groupe d'action projet, l'intégralité des commerçants de la ville ont été invités et sur un certain nombre de sujets, par exemple, comme pour le règlement de la publicité, les commerçants ont eu des groupes de projets particuliers pour cette réflexion. Mais nous avons fait aussi des réunions publiques où les commerçants ont été systématiquement conviés. Je dois dire qu'ils ne sont pas très réceptifs à ce type de réunions qui sont pourtant, les horaires sont pourtant mis pour que ça leur convienne, c'est-à-dire 19h30, 20h, mais on a très très peu de commerçants qui s'intéressent vraiment au projet, ce qui nous navre beaucoup et il participe très peu à tout ce qui est bien culturel ou tout ce qui est festivité à l'intérieur de la ville. Par exemple, Philippe parlait du comice agricole. Il a fallu beaucoup insister pour qu'ils décorent leur commerce. Là, très prochainement, on va avoir une course qui est cycliste qui est un petit peu emblématique, qui s'appelle le Tour du Nivernais-Morvan, qui est une course de vélo où ce sont des amateurs, mais qui vont passer professionnels. C'est la 47e fois qu'elle a lieu. Et bien là, de la même façon, il est très compliqué d'associer les commerçants. Mais voilà, ils sont invités systématiquement, tout comme les associations, que ce soit les associations culturelles et sportives, sont invitées à ces groupes et à ces réflexions. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci de votre réponse et donc j'en profite, je repasse la balle à Rodolphe à présent, c'est ça? Oui. Oui, bonjour. Rodolphe Raguccia, agence GRU, donc je suis paysagiste associé de l'agence. Je voulais tout d'abord remercier la ville, déjà parce que sur l'idée de nous confier cette mission d'étude de faisabilité, mais surtout de penser en amont, en fait, la question de la transformation de la ville, de se poser, d'y penser et surtout d'avoir bien préparé en amont. C'est-à-dire qu'en fait, les questions de transformation urbaine, il est vraiment important d'y associer les habitants et d'avoir pas mal
comment dire, d'entrée. La question des travaux de transformation urbaine, ça s'associe avec des différents projets activés. Comment dire, c'est vraiment important de rentrer de plein de manières. Alors, juste un petit mot sur nous, notre agence. En fait, on est paysagiste et architecte et on est spécialiste de l'espace public. On travaille à la fois de la maîtrise d'œuvre classique d'espace public jusqu'aux études stratégiques à plus grande échelle. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que l'espace public des communes, c'est vraiment, comment dire, c'est essentiel. On dit souvent aux élus, c'est le lieu commun, c'est le lieu du partage, c'est le lieu du lien social. Et souvent, aujourd'hui, l'espace public, c'est aussi le lieu des contraintes et les aménagements, souvent, comment dire, l'espace public est devenu un peu résiduel. Ce qui reste après, l'aménagement de la voirie et des rayons de braquage, le passage des réseaux, la voie pompier, les poubelles, etc. Et donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'aider les communes et de repenser l'espace public en pensant d'abord et pas par le négatif. Donc, la question, on a aussi une méthode un peu, importante pour nous, c'est de bien connaître les lieux. Et donc, donc bien connaître les lieux, c'est de bien connaître déjà la morphologie des lieux, bien redessiner un peu comment c'est fait, comment ça a évolué, son histoire, mais aussi connaître bien les usages et comment les gens pratiquent et comment l'espace est aussi la gestion des endroits, etc. C'est tout ça qui est vraiment important. Et sur ça, l'idée, c'est vraiment de travailler le projet et de dessiner un projet qui, pour nous, dessiner un projet d'espace public, il sert aussi de base au dialogue démocratique et aux échanges. Et il est vraiment important de se poser et d'échanger là-dessus. C'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc, pour l'exemple de Château-Chinonville, la façon dont on a procédé, c'est que, et après je passerai quelques slides dessus, c'est que tout d'abord, on a rencontré les élus, les habitants qui étaient partie prenante du projet, on a bien visité les lieux et aussi on a passé du temps à redessiner un petit peu l'existence, c'est-à-dire à comprendre comment c'était dessiné. Souvent, c'est quelque chose que les élus ne comprennent pas forcément. Ils ont un peu l'impression qu'on passe du temps à faire quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, alors que c'est important parce que quand on connaît bien comment c'est fait, on peut mieux s'accrocher dessus et puis respecter aussi l'esprit du lieu. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on essaie aussi de bien comprendre qu'est-ce qui fait la matérialité du lieu et aussi sa singularité. Souvent, les aménagements sont un peu banalisés, avec des revêtements tout le temps pareils ou des types de dessins. Alors qu'en fait, chaque commune a des particularités vraiment importantes qui ne sont pas forcément beaucoup plus chères à mettre en œuvre, mais qui sont très fortes et qui souvent été effacées par les aménagements successifs. Voilà. Et sur ce travail un peu d'analyse, ensuite, on a proposé un projet et sur ce projet, l'idée, c'est qu'on a présenté, on a dit, il y a pas mal de parties prenantes, pas mal de discussions avec des recalages de projets qui ont permis d'arriver à un projet partagé. Et il nous semble vraiment important de mettre tous ces temps de partage en jeu. Alors, je vais juste partager mon écran pour montrer. Donc, l'objet de l'étude, donc ce qu'on a produit, c'est à la fois un livret qui explique un petit peu les enjeux, les intentions, et puis des grands plans. Donc, ce que je vous expliquais, donc ce livret, c'est les pages à gauche là, et deux grands plans du secteur, donc avec une sorte de plan de l'existant qui
qui montre comment le site et l'état actuel du site, et un plan projet qui montre les transformations. Pour nous, c'est vraiment important de bien comprendre comment ça se transforme. Les plans, c'est difficile à lire, mais c'est vraiment un travail important à faire. Donc là-dessus, on a travaillé à identifier les constats. En fait, il y a plein de couches, il y a plein de contraintes et plein de choses qui définissent l'espace public, mais on peut quand même en hiérarchiser des choses et des grandes questions. Et à Château-Chinonville, il y a la particularité de la pente. On a un dénivelé très fort, donc c'est la petite page en haut à gauche. Et on voit la coupe aussi. Et avec les couleurs, c'est les pentes. Donc on n'est pas du tout sur des accessibilités simples, avec des lieux plutôt à plat en haut, autour de l'église, et très très pentés en bas. Et donc cette pente, on peut dire, c'est un désavantage d'une certaine manière pour les mobilités, pour les usages des espaces. Mais c'est aussi un énorme atout en termes de vue. Et donc là aussi, on a travaillé à bien identifier des types de vues, des vues en fenêtre, des vues en belvédère, des vues panoramiques, et qui vont servir à bien définir comment on aménage l'espace et comment on met en valeur ces vues. L'autre chose qui est particulière à Château-Chinonville, mais qui est quand même assez partagée, c'est la monopolisation de l'espace par la voiture, et notamment par des revêtements un peu, banalisés d'enrobés. Et on voit là en rouge toutes les surfaces passées en enrobé sur le secteur de l'étude, qui sont d'autant plus problématiques par rapport au réchauffement climatique, mais aussi sur la monopolisation de l'espace. Souvent, l'espace, il est donné au plus fort. Les voitures sont plus fortes. Et donc, les piétons ou les usages, on est un peu relégués sur les bords par rapport à la place de la voiture. L'autre chose, c'est que ce revêtement enrobé associé à la pente fait que l'eau dévale. Et c'est une gestion de l'eau pas très vertueuse. Donc, sur ça, et ce qu'on a aussi étudié, c'est l'historique de ces places et d'essayer de comprendre leurs évolutions et du coup leur identité, mais aussi les blocages. Voilà, je ne vais pas préciser, mais et donc cette étude, c'est en plan, mais aussi avec des cartes postales anciennes, pour voir aussi, par exemple, les deux petites cartes postales, la 4, alors c'est 4 et 4, il y a une petite erreur rotation, mais il y a la carte postale et on a fait les mêmes points de vue. Est-ce qu'on voit qu'à certains endroits, il y avait une fontaine qui faisait une sorte de centralité à la place. Il y avait un trottoir en pierre, etc. Avec aujourd'hui, finalement, on a une sorte où on est plus sur une forme de rond-point. Donc, tous ces éléments-là, on les a utilisés pour développer le projet. Et développer le projet, finalement, c'était aussi donner des grandes intentions assez simples qu'on allait matérialiser. D'abord, et ça c'est quand même quelque chose qui est comme le grand enjeu contemporain des communes, c'est de réduire la voirie et de retrouver donc un gabarit un peu qui permette de circuler correctement, mais de récupérer de l'espace pour justement pour les mobilités plus douces et puis pour la vie de l'espace public. Donc là, la voirie a été considérablement, le projet de voirie a été considérablement réduit, et puis pour récupérer aussi des espaces plantés. L'autre question, c'est la déminéralisation des sols qui permet qu'il y a moins de ruissellement. Ça permet aussi de plus planter et aussi de rafraîchir la ville. C'est vraiment un enjeu d'ergonomie de la ville. La ville est beaucoup plus agréable quand elle est plantée, plus active et revitalisée. Les gens retournent dans l'espace public quand c'est planté et plus frais. L'autre chose, par rapport à l'identité de la ville, c'est qu'on a aussi proposé de travailler sur des gammes vraiment locales et aussi plus résilientes. Et enfin, ce qu'on a appelé la matière du lieu, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui est singulier de la commune. Notamment, il y a toute une série de petits seuils en pierre et aussi, alors ça c'est un extrait un peu plus grand, il y a des systèmes de grands caniveaux larges en
en pavage, qui sont très beaux et qui sont un peu oubliés et qui ont été remplacés par du béton. Et donc, nous, on proposait de s'appuyer sur ça. Autre chose singulière, c'est les murs en pierre qui servent de soutènement, qui sont vraiment caractéristiques pour les murs en pierre sèche de la commune, aussi du PNR de Morvan, et qu'on propose d'utiliser comme outil de projet et d'identité. Voilà. Alors, j'ai l'impression que ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pour l'instant, c'est une Vous voyez. page blanche qui n'a pas l'air d'avoir chargé. J'en profite pour vous dire que vous êtes tout à fait dans les temps pour l'instant et qu'il vous reste un peu moins d'une dizaine de minutes pour boucler, mais pour l'instant, tout va bien. Je vais arrêter le partage et je vais repartager pour permettre de recharger la page. Hop. Ça peut être l'occasion de poser des questions alors, Al, si certains veulent en profiter. Ce que vous pourriez préciser, Rodolphe, c'est que vous avez quasiment vu toutes les personnes qui sont le long de ce parcours du Champlain et de la place Saint-Christophe pour prendre leur avis ou au moins leurs idées. Alors effectivement, comment dire, on a rencontré, pour le coup, on a rencontré des commerçants, notamment quelqu'un qui était en train de réouvrir un café, qui avait la volonté, qui faisait des travaux, etc., pour aussi comprendre la question des terrasses. C'est des choses qui sont importantes, qui doivent être intégrées dans le dessin de l'espace public. Il faut que l'espace public offre des possibilités aussi de développement commercial. Donc, et ça, c'est vraiment un dosage important. C'est important de s'orienter vers le sud, etc. Donc, on a rencontré effectivement certains commerçants. On a rencontré des habitants. L'idée, c'était de bien comprendre quels sont les usages du lieu aussi, de comprendre aussi la place de la voiture. La voiture, c'est important, mais ça ne doit pas être complètement central dans l'aménagement. Donc, c'est tout ce dosage et comment dire qu'il est important de noter. Alors, hop, je vais repartager. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Nickel, oui. Donc, par exemple, des zooms sur certains endroits, notamment le musée des présents qui est réhabilité, dont la façade, c'est le très beau bâtiment en blanc là qu'on voit sur cette image. La transformation, c'était vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est par exemple, là, ici, on avait identifié un point de vue remarquable, mais qui n'est pas vraiment mis en valeur. L'entrée de la cité n'est pas vraiment créée. Donc, on a proposé de retravailler une sorte de place en belvédère, avec une scénographie des vues. On voit ici aussi la réduction de la voirie, de recalibrer des choses de manière un petit peu plus sur mesure. Et avec aussi, comment dire, on a intégré aussi des questions de la mairie. La mairie a fait l'acquisition de bâtiments et donc on a proposé, il y a un petit marché aujourd'hui, pas vraiment le lieu pour s'abriter. Donc dans le projet, on propose l'implantation d'une halle qui permet, donc on voit la photo en bas, la place de l'église aujourd'hui n'est pas vraiment intégrée dans le système d'espace public. On voit aussi la grande surface en enrobé et donc tout le travail de l'implantation de la halle, la démolition permet de relier l'espace et aussi d'offrir tout un peu du marché, par exemple. Comme la réimplantation de la fontaine, c'est la carte postale qu'on voyait tout à l'heure, qui va créer une polarité. Fontaine, que la commune a retrouvé, la fontaine historique que la commune a retrouvée et qui serait vraiment intéressant de replacer sur cet endroit. Donc, voilà. D'autres exemples, ici aussi, sur cette zone,
devant la médiathèque, qui est très en pente, avec un très bel arbre, mais complètement minéralisé, très en pente, du coup, difficile aussi pour s'installer. Et c'est vraiment une zone qui n'est pas nécessaire d'être en enrobé. Donc, c'est vraiment un endroit qu'on a identifié comme un endroit de plantation, de porosité et aussi de rafraîchissement. La transformation de cet endroit en zone plantée, une sorte de petit square ouvert, avec des grandes tables, un système de gradins, devant la médiathèque, c'est vraiment un lieu qui aujourd'hui n'existe pas en tant qu'espace public, devenir une petite polarité à cet endroit-là. Et finalement, c'est pas... en fait, souvent on parle de frugalité, on n'est pas dans des... Enfin, végétaliser la ville, c'est pas quelque chose qui est cher. Ce qui coûte cher, c'est de faire des revêtements minéraux, c'est de faire des voiries, avec des structures de voirie, de faire des réseaux, mais planter, décrouter le sol pour faire des plantations, finalement, c'est pas très cher et c'est un vrai atout pour la ville, plus ergonome et plus confortable. Donc, on voit là, par exemple, c'est le détail. Donc, à droite, c'est la coupe actuelle. Donc, on voit la médiathèque à droite, le grand arbre de la liberté qui est sur une petite butte et cette pente qui est vraiment pas confortable. Et donc, en travaillant le nivellement, on crée des espaces et aussi plus pour tous, parce qu'aujourd'hui, quand on est pour marcher, c'est des pentes très raides. Donc, avoir des endroits plus plats pour se poser, c'est vraiment essentiel. Une sorte de croquis aussi pour expliquer la mise en valeur des vues. Donc, la mise en valeur des vues, en fait, elle passe... ce dont je parle au début, c'est une vraie qualité de la commune. Donc, il faut pas louper. Dans le réaménagement, c'est quelque chose à pas louper et qu'il faut accompagner. Bon. Voilà. Je vais arrêter le partage. Il vous reste 2 minutes, si vous voulez bien, 2-3 minutes pour conclure. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ce qui me semblait aussi important, c'est qu'on a mis en place toute une série d'échanges avec la commune, avec les habitants référents, et c'était vraiment... c'est très important, en fait, de parler de l'espace public, d'échanger, d'expliquer comment ça va être fait, parce que ça permet une sorte de pré-investissement et d'ajuster au mieux le projet. Donc là, c'est une faisabilité. Le projet n'est pas encore dessiné, mais l'objectif, c'est que ça se fasse et que ça se continue dans cet échange productif. Voilà. Est-ce qu'on a des questions dans l'onglet des conversations? Quelques questions ont été posées et répondues directement dans le volet conversationnel. Donc, si des prises de parole veulent être faites maintenant, c'est évidemment possible. Et Philippe et Rodolphe et Madame Malus sont à votre disposition. Ben, si vous le permettez, pour briser la glace, je peux rajouter comment ça s'est passé avec la région, puisqu'on est là pour ça quand même. Donc, on a été accompagné dans cette phase d'étude avec un financement obtenu. Nous prévoyons le recrutement de la maîtrise d'œuvre sur la phase travaux dans le 2e semestre de 2025. Donc, vous aurez bientôt la partie travaux de ce projet. Et je peux dire que la première tranche, celle que vous a présentée Rodolphe, on est environ aux alentours d'un budget de 700 000 €. Voilà. Parce que je sais que les participants s'intéressent toujours à combien ça coûte. La première partie, c'est celle autour du tilleul. La place Gudin et la place Saint-Christophe. Celle avec le tilleul? Oui. Et celle devant la Cité des Présents. Oui. C'est ça. Et la place Saint-Christophe et sa fontaine historique que nous avons récupérée
dans la sous-préfecture. Elle nous avait été soit subtilisée, soit cachée à la sous-préfecture. Philippe, quelle a été la durée d'accompagnement par la commune, enfin par le cabinet pour la commune? Ou Rodolphe? Alors, nous connaissions Rodolphe sur une autre mission qu'il a sur le Calvaire et dont on pourrait parler des heures parce qu'il y a un travail là qui est encore beaucoup plus d'ampleur puisqu'on est sur 35 hectares hein, sur le Calvaire. Et donc, naturellement, Rodolphe avait, par l'intermédiaire de cette mission, il avait déjà connu la ville. Il avait pris contact avec ce qu'est Château-Chinon, son histoire, la volonté des élus. Donc, il a été facile ensuite d'embrayer sur la mission, sur la requalification des places. Et sans me tromper, je crois qu'on est sur 4-5 mois de suivi, Rodolphe. Oui, maximum. Mais comme le dit souvent Rodolphe, on n'a pas pris le moins cher. Parce que passer du temps pour un bureau d'études, c'est évidemment coûter de l'argent. Et c'est des phases qui ne sont pas à négliger, les phases préalables. Parce qu'une fois que le projet est déterminé, validé par les élus, concerté avec la population, ensuite la phase opérationnelle, vous la connaissez tous, hein, c'est le marché public et puis la mise en œuvre. Donc, il ne faut pas du tout négliger cette phase préalable de détermination de la stratégie à adopter et elle coûte cher. Elle coûte un peu plus cher. On ne peut pas dire que ça soit très cher puisque vous l'avez financé, donc vous en connaissez le coût pour cette partie esquisse. Mais je dois reconnaître que le bureau d'études GRU en fait toujours un peu plus que ce qu'on lui demande parce que c'est la dynamique de la ville qui entraîne aussi le dynamisme du bureau d'études qui travaille, quoi. Ce n'est pas du copier-coller comme on voit souvent dans les études, c'est vraiment une prise en compte de l'état du lieu. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, la prise en compte de l'état du lieu, de l'environnement, voilà, beaucoup des essences locales, beaucoup de l'existant aussi, puisque Rodolphe a parlé des murs en pierre sèche, des caniveaux en pavé. Et c'est vrai que tout ça, Rodolphe le prend en compte et là l'a pris en compte. Et c'est vrai que le travail qu'il a fait sur l'aménagement paysager du Calvaire, qui est beaucoup plus important, nous les élus, ce qui nous a enchantés, c'est que quasiment il nous a fait redécouvrir un petit peu des pans de notre histoire avec les différents chemins de ronde qu'il y a sur le haut de Château-Chinon. Et je crois que c'est ça l'important. C'est l'approche que Rodolphe et son cabinet ont de la ville et de ce qu'elle était et de ce qu'on veut en faire. Il y a une question intéressante qui est posée par Maël Walter. Y a-t-il eu beaucoup de navettes entre vous et la région pour la prise en compte des éco-conditions dans ce projet? Alors, je ne sais pas si peut-être ou Muriel ou Philippe veut répondre, mais c'est un peu une sorte de... C'est pas le nœud du... Enfin, c'est souvent des choses qui nous sont demandées. Et comment alors on garantit finalement la réussite ou la bonne prise en compte des éco-conditions de la région? Et je pense que Château-Chinon fait peut-être partie des projets où il y a eu peut-être le moins de navettes, j'ai envie de dire. Et tout l'enjeu de la bonne prise en compte et puis peut-être aussi du bon recrutement. Mais je laisse Muriel peut-être répondre à cette question ou Philippe. Alors moi, je veux bien répondre et effectivement, en fait, enfin, ce que je constate, moi, dans le projet de Château-Chinon, c'est que finalement, les enjeux qui sont portés par notre dispositif, que ce soit donner plus d'espace aux piétons, gérer l'eau de pluie, comment dire, renaturer, favoriser la biodiversité, les espèces locales, elles font partie même du programme, en fait, de la commune. En plus des enjeux de revitalisation, hein, ça fait pas tout, effectivement, mais du coup, en fait, c'est intégré, c'est conçu, en fait, et pensé pour ces enjeux-là. Et finalement, les éco-conditions, ça devient juste une formalité. Enfin, ça se traduit naturellement dans le projet.
Voilà, moi, c'est effectivement ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que finalement, un programme bien construit permet aussi de recruter un maître d'œuvre qui a ces aspirations-là. Et finalement, le projet, il découle tout seul, en fait. Voilà, les éco-conditions, finalement, ça devient des éléments de bilan, des éléments de grille de lecture qu'on peut valoriser par rapport à la communication. Mais je pense que, enfin, moi, c'est mon sentiment. En tout cas, c'est sûr qu'un projet comme ça, ce sera, enfin, quand il sera présenté en phase opérationnelle, il y aura certainement pas de difficulté par rapport, à nos éco-conditions. Je peux peut-être ajouter que nous avons, excusez-moi Philippe, nous avons aussi travaillé avec le CEREMA sur certaines parties de ville. Nous avons eu un groupe action de projet avec le CEREMA. Et puis, pour l'ensemble de la commune, nous avons travaillé aussi avec l'ONF qui gère notre commune. Et nous avons fait faire une étude sur la biodiversité et sur un petit peu les plantes, les animaux, etc., remarquables ou un petit peu particuliers de Château-Chinon. Et ça, dès notre arrivée, parce que ça manquait un petit peu. Mais sur le projet, avant de demander à Rodolphe de travailler, c'est vrai que nous avions, et Philippe pourra vous le confirmer, travaillé avec le CEREMA sur cette partie. Je peux rajouter en concernant les relations avec la région, c'est beaucoup plus facile avec les chargés de mission, la partie requalification urbaine, parce que c'est quand même, faut reconnaître que c'est dans l'air du temps. Je crois savoir que nous cherchons tous à rendre les villes plus agréables et plus végétales. Donc, c'est pas la même chose au niveau du bâti. Il y a des éco-conditions qui sont parfois difficiles à tenir au niveau du bâti. Je pense à tout le travail que nous faisons avec Ephilogie notamment, où là, on a des normes très strictes qui nous sont imposées et qui font dire à certains maîtres d'ouvrage qu'on va se passer de l'aide de la région tellement c'est compliqué. Alors, il faut dire que là aussi, c'est un manque de navette, comme vous disiez. Les échanges peuvent résoudre pas mal de choses. C'est vrai que sur certains aspects techniques, on peut avoir des difficultés à remplir ces éco-conditions pour un tas de raisons différentes, mais on peut toujours s'en expliquer, je pense. Et ce qui n'est pas fait sur une éco-condition peut être compensé largement sur une autre. Et je pense au Calvaire notamment, où on a la requalification de bâtiments qui étaient en friche, et avec des bâtiments qui sont conçus à basse consommation, bref, moins 60, qui est quand même le summum, et l'utilisation de la géothermie. Et nous espérons qu'en contrepartie, on n'ira pas trop nous chercher sur le bâti en bois obligatoire sur un bâtiment qui ne correspond pas à la volonté de l'architecte. Donc, en ce moment, on est en train avec Madame Kyriakakis, en train de discuter tout simplement du projet global et des volontés de chacun. Mais je dois reconnaître qu'avec centralité rurale, c'est moins compliqué. Bon, je ne sais pas si on nous met en compétition entre dispositifs de la région, Philippe. J'ai une question sur… alors, juste mettre du temps, Anthony, est-ce qu'il y a des questions notamment en lien avec les cahiers des charges, le recrutement? On y va, on peut? On y va. Voilà, on se donne pour objectif, Alice, si on se donne jusqu'à midi, on aura 5 minutes pour conclure, remercier, etc. Donc là, pour moi, on a encore 10 minutes de questions possibles et échanges sans problème. Peut-être déjà en avez-vous pris connaissance. 2 questions de Madame Drouot et de Madame Armand sur, premièrement, quels éléments indiqués dans le cahier des charges qui ont permis, lors de la consultation pour recruter le BE paysagiste, de bien prendre en compte les spécificités de château, et notamment sur les questions d'identité. Ça, c'est la première question. Et toujours sur le cahier des charges, le CEREMA a-t-il participé à la rédaction du cahier des charges? La question du cahier des charges et de sa rédaction. Okay. Je peux répondre sur certains aspects, je laisserai Rodolphe dérouler peut-être ensuite. Il n'y a pas eu à proprement parler de cahier des charges.
Il n'y a même pas eu de mise en concurrence parce que le coût de la mission était largement en dessous du seuil du marché déjà et que c'est une commande qui fait suite à une maîtrise d'œuvre déjà existante dans notre autre projet. Il y a eu la demande d'une esquisse, d'une ébauche, en fonction du travail qui avait déjà été constaté et qu'avait réalisé Gru sur le calvaire. Et la demande était de rendre, c'est ce que vient de dire Madame Malus, il y avait une feuille de route, elle existait depuis longtemps, il y avait des études préalables qui avaient été données du temps de Village du Futur, donc on avait de la matière. Le cahier des charges, il a découlé de cette matière-là. On n'a rien inventé, seulement l'équipe municipale arrivée en 2020 y a mis une touche que je pense encore supérieure en termes de prise en compte des aspects écologiques qui n'existaient peut-être pas à ce niveau-là en 2016 lorsqu'on commençait les réflexions sur la ville. Mais il n'y a pas eu à proprement parler de cahier des charges. En fait, nous, on a proposé un devis avec une méthodologie adaptée aux questions de la commune. C'était assez simple. La question, c'était une esquisse sur ses places. Des esquisses avaient déjà été faites, mais n'étaient pas, n'avaient pas convaincu ni les élus, ni les habitants. Et donc, mais ça nous a servi de base parce que ça avait quand même soulevé des questions, ça nous avait servi de base pour établir, cette proposition de mission. Donc c'est une petite mission d'esquisse, c'était pas non plus, c'est pas une grande étude urbaine avec beaucoup d'entrants, mais c'est une esquisse sur l'espace public. Moi j'aimerais bien ajouter une chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, pour être prestataire et répondre à des appels d'offres, il y a la question du prix qui est souvent vraiment à la baisse et qui est, je pense, vraiment problématique dans la fabrication de la ville, parce que quand on est mal payé, c'est difficile de bien travailler, de payer les gens et on compte beaucoup notre temps. Du coup, on est obligé de réduire un peu notre temps. Donc, quand on est correctement payé, et je pense que dans l'aménagement, on y gagne beaucoup à bien étudier l'existant, à bien dessiner, à prendre le temps de discuter, à des échanges. Et donc souvent, soit dans les délais, soit dans les prix, on est un peu serré. Mais la deuxième chose, c'est que depuis que j'exerce, ça fait oui, allô 15, oui, 20 ans. Bonjour, monsieur. Juste, oui, non, je vous en prie. Oui. Je voulais juste terminer. Oui. J'essaie de couper. Depuis que j'exerce, il y a de moins en moins de concours d'espace public, et donc ça se passe par procédure adaptée, donc il faut faire des notes méthodologiques, etc. Et finalement, les communes ne choisissent plus des projets, mais choisissent des notes méthodologiques et des références. Et ce qui est quand même dommage. Désolé, monsieur. Voilà, je pense qu'il faut refaire des concours, même pas trop bien payés, mais pour pouvoir choisir des projets et pouvoir les partager avec les habitants et arbitrer les choses. C'est vraiment dommage, cette perte des concours, sur l'espace public en tout cas. Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux dernières questions. Il y avait une question spécifique sur le montant du coût de votre mission, mais je crois que vous y avez répondu d'une certaine manière sans donner le chiffre exact sur le temps humain. Je ne me rappelle plus. Wow. La région le sait puisqu'elle a cofinancé. Moi, je ne sais plus non plus. Je ne me rappelle plus, moi. C'est pas... en tout cas, vous avez exprimé une vision un peu plus macro sur la notion du coût. Mais on pourra le redonner si c'est vraiment important d'avoir le coût définitif. Oui. J'ai pas d'autres questions.
OK. Si jamais il y en a d'autres, faut pas hésiter à ce qu'on puisse d'ailleurs les récupérer, par la suite. Vous pouvez aussi vous tourner vers chacun des interlocuteurs pour, leur susciter les questions, directement. On a essayé de synthétiser un petit peu la teneur des échanges. Alors c'est l'idée d'être plutôt simple. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, alors de cette heure et demie, mais pas que, c'est qu'en fait le dispositif et les critères de qualité environnementale aujourd'hui, ils ont plus pour objectif de vous inviter à vous poser des questions sur comment remettre un petit peu de bon sens et de la logique dans les projets et dans le fait d'habiter les centres-villes, c'est-à-dire peut-être vous prendre, vous, pour exemple, sur qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'habiter un centre, qu'est-ce qui fait que ce centre, il est confortable, qu'est-ce qui fait que ce centre, il est agréable, et les critères de qualité permettent de répondre à ces questions notamment. On l'a vu, hein. Après, ça devient assez spontané, assez naturel de les décliner pour leur trouver toutes les vertus nécessaires à la ville, durable, confortable, et notamment pour les plus vulnérables. On l'a vu, ne serait-ce que sur Château-Chinon, en réfléchissant à ça, ça veut dire qu'on s'attache aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui ont du mal à monter la pente, celles qui ont du mal à gérer les chaleurs, celles qui sont installées ou dans des poussettes ou dans des fauteuils, et qu'en fait, en permettant de réfléchir à ces questions-là, on réfléchit aussi à intégrer ces populations-là, dans nos villes. En réfléchissant aux usages, on réfléchit aux besoins et ça nous permet aussi d'intégrer, socialement les personnes auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui dans les aménagements des espaces, publics. Hem On l'a vu aussi sur Château, en fait, hein, vous cochez toutes les bonnes cases, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un important volet réalisé sur la concertation, sur l'association des publics, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que ce soit les habitants de Château-Chinon, mais au-delà, tous ceux qui investissent la ville, les commerçants, ils habitent pas forcément la commune et pour autant ils la font fonctionner pour ne parler que d'eux. L'importance aussi de se projeter dans l'action et pour se projeter, il faut déjà se poser initialement, c'est-à-dire, réfléchir à la conception de ce qu'on souhaite et en fait, avant de se lancer, à fond dans les projets, c'est bien réfléchir à la conception, d'y apporter du soin, de la qualité, du temps, et c'est une des recettes que vous avez proposées, c'est-à-dire, une relation sur le temps long avec, avec votre bureau d'études, tout simplement, pour justement, que lui-même s'approprie la commune et qui permette par la suite, vous l'avez dit Rodolphe, hein, un pré-investissement, des habitants, sur le projet. C'est-à-dire avant même qu'il soit sorti et ben, en fait, ils se projettent dans ce que va être la ville. Hem Muriel l'a aussi répété, l'objectif aussi, c'est de bien clarifier les ambitions de ces projets dans un programme qui soit clair, heu, auquel on puisse adhérer. C'est-à-dire qu'en fait, on s'accorde sur un diagnostic, il est décliné dans un programme, et on valide ce programme, de façon claire pour traduire ce qu'on souhaite dans le projet par la suite. Évidemment, intégrer les 6 critères qu'on a vus en liminaire, s'associer les bonnes compétences, incarnées aujourd'hui par le cabinet, mais aussi les compétences et la bonne gouvernance, c'est-à-dire, là, on a un trio gagnant, hein, c'est-à-dire qu'on a le bureau d'études, les techniciens et les élus qui permettent, d'alimenter au long cours, un projet de mandat et qui va au-delà. Heu, Évidemment, on ne peut pas se passer du service, centralité et quartier pour ce faire, mais là, forcément, on est un peu obligé de faire notre propre pub. Aussi pour qu'on puisse, voilà, vous accompagner au mieux sur toute la durée du projet. Hem, j'ai mentionné une littérature qui est disponible, hein. Il y a un mémo qui existe sur les éco-conditions, la plateforme de dépôt des subventions aussi qui vous indique toutes les pièces, qui seraient nécessaires. Mais au-delà de ça, j'ai quand même envie de souligner que nous, notre objectif, il est pas non plus de vous inviter à standardiser ce que vous faites. Vous l'avez dit, hein, c'est la lutte contre la banalisation et la recherche d'identité. C'est bien ça finalement qui est à retenir aussi. C'est-à-dire que tous ces critères et tout le mode opératoire, nous en clair, on vous sert le support et après à vous de l'investir selon ce que vous souhaitez et la singularité qui vous est propre. Hem On cherche justement à pas avoir de modus operandi à servir, mais les moyens pour vous d'y arriver en cherchant plus qu'un impact sur le projet, un impact quant à la démarche que vous menez sur vos communes. Hem
et le soin que vous y apportez sur le long cours pour que habiter les centralités soit pas vu comme quelque chose de plus coûteux que ce qu'il est, mais plutôt que ça permette de révéler les atouts de vos villes. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions par la suite. Sinon, on vous donne rendez-vous le 13 juin, pour ceux qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui, ou si vous voulez diffuser cette information à d'autres participants. Le 13 juin, ce sera également en ligne pour écouter là le témoignage de Donzy, ce qui me permet de remercier très chaleureusement nos intervenants de ce jour. Vous remercier pour votre temps, votre disponibilité et la qualité de vos propos et l'enthousiasme que vous mettez dans vos projets. Écoutez, pour Château-Chinon-Ville, je vous remercierai aussi pour votre accompagnement et pour ce très intéressant webinaire qui, je pense, a permis à beaucoup d'appréhender la façon dont nous avons travaillé et puis la qualité du travail de Gru et de Rodolphe, parce que ça, il faut le souligner. Il est important pour les élus aussi d'être bien accompagnés et surtout, il est important aussi d'écouter, comme on l'a fait, sa population. Si je peux juste rajouter une petite chose sur le projet, Rodolphe vous a dit et vous avez vu qu'on a enlevé un certain nombre de places de parking. Et ce qui est quand même problématique dans les centres-villes, surtout chez nous, parce que la forte déclivité fait que les gens marchent peu et ils font peu de vélo. Et nous avons fait le choix de remettre en ville, dans le vieux Château-Chinon, des micro-parkings végétalisés au plus près des habitants. Et ça aussi, c'est un travail que nous avons souhaité faire pour que la voiture puisse être présente. Et nous avons aussi installé un certain nombre de bornes pour les voitures électriques. Et ça permet aussi que les habitants ne soient pas mécontents qu'on leur ôte des places de parking. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et grand merci à vous tous, grand merci à la région. Et à bientôt. Si je peux, je me connecterai le 11 juin pour écouter le témoignage de mon collègue de Donzy. 13. Merci. Merci. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci, Bonne journée, au revoir. Au revoir. Remarque, oui, on ne s'est pas dit que, donc Allez. à bientôt.